Permettez-moi de commencer avec quelques observations. Donc, vous avez l'interprétation disponible en espagnol, en français et en arabe. N'hésitez pas à cliquer sur l'icône interprétation. Please please find the globe where you can choose the language for interpretation. Ismael, buenos días. Espero tu señal de que estás conectado con la interpretación para seguir. Good evening, Raj. Can you hear me well? Bonsoir, Raj. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, je vous entends très bien. Bon. Êtes-vous aux États-Unis? Oui, oui. Merci de vous joindre à nous et c'est encore l'aube chez vous, très tôt le matin. Merci. Donc, Raj nous attend pour nous assurer que l'interprétation fonctionne. Hola, Elena. Efectivamente está funcionando mi español. Effectivement, ça fonctionne chez moi l'espagnol. Parfait, merci. Donc, excellent, merveilleux. Nous allons commencer. Nous avons deux de nos intervenants. Le troisième intervenant est en proie à certaines difficultés techniques, mais il va se joindre à nous sans tarder. Donc, nous sommes à la deuxième conversation sur l'impact du changement climatique sur la migration. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Elena Olea, directrice associée des programmes à Alianzas Americas. Je suis très heureuse de me joindre à vous aujourd'hui et je suis très heureuse que deux autres intervenants se joignent à moi, deux autres intervenants très connus, M. Ismael Merlos, directeur du développement territorial à la Fondation nationale pour le développement, Fondation nationale para el desarrollo au Salvador. On connaît plutôt cette organisation sous le nom de FUNDE. Et puis la deuxième personne est Monsieur Raj Bardouille, vice-président du Forum de la recherche globale sur la diaspora et la transnationalisation, comme vous le savez tous, le GRFDT. Donc, ce cycle de webinaires est le fruit d'un effort commun qui a été mené par un certain nombre d'organisations, en particulier des réseaux d'organisations dirigées par des migrants, que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique ou en Amérique latine. Ce que nous tentons de discuter, ce sont les questions relatives ce sont les voix, c'est de transmettre les voix et les préoccupations des personnes qui sont directement affectées par le changement climatique. Nous avons décidé de discuter l'impact du changement climatique sur la migration pendant deux épisodes. C'est que nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de créer un environnement dans lequel de plus en plus de personnes seront intéressées de penser au changement climatique et à la migration. Plusieurs personnes ont déjà travaillé sur les questions de migration, on se peut être intéressé et se demandent comment pouvoir intégrer le changement climatique à leur action, mais ne savent pas très bien comment le faire. C'est pour cela que la première chose que je voudrais demander à nos invités aujourd'hui, c'est tout d'abord de se présenter et de nous parler un peu du travail qu'ils ont déjà fait dans le passé et pourquoi ils sont maintenant en train de travailler sur des questions qui sont relatives au changement climatique et à la migration. Monsieur Raj Bardouille, je vous donne tout d'abord la parole. Madame Raj, excusez-moi. Oui, on m'appelle ici Oumo Diallo et moi, c'est Raj. Donc, c'est ça le problème. Ça doit juste être corrigé. Donc, c'est Madame Raj qui vous remercie à tous pour toutes les organisations
pour avoir organisé ce webinaire et pour nous avoir appelés à prendre la parole pour parler tous de nos préoccupations, etc. Comme vous l'avez dit, je suis l'une des vice-présidentes du GRFDT. J'ai travaillé beaucoup sur la migration et le développement pendant bien longtemps en tant que chercheuse académicienne, mais aussi j'ai travaillé au sein des Nations Unies à New York sur cette question, en particulier en Éthiopie. Je me suis particulièrement centrée sur les questions de l'emploi et de la migration. Plus récemment, c'est-à-dire durant les 10 à 15 dernières années, je me suis plus tournée vers les questions de migration, en particulier en 2006, à partir de 2006. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du développement, dans le domaine des fonds transférés, etc. Mais maintenant, la discussion est devenue beaucoup plus dynamique sur les droits des migrants, sur la contribution des migrants, comment comment on regarde les migrants dans leur pays d'origine et là où ils vont. Donc, c'est en fait la narration, l'histoire qui est pourquoi on parle donc des rapatriements de fonds ou des fonds rapatriés, mais on ne parle pas trop de ce que les migrants font dans les pays de destination. Tout cela est sous recherche. Mon intérêt en la migration et en le changement climatique remonte à, je dirais, très récemment. La discussion sur le changement climatique s'est amplifiée durant les 3 dernières années, comme vous le savez. Et on en parle de plus en plus, en particulier depuis le pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et régulières, le GSM. Et n'oublions pas aussi le Forum d'examen des migrations internationales. Donc, pourquoi je me suis intéressée de plus en plus à cela grâce à une expérience personnelle. Je viens d'une île des Caraïbes et nous avons eu là-bas, nous avons été le théâtre de plusieurs catastrophes naturelles. Depuis 35 ans, c'est-à-dire en 1978, j'avais une toute petite maison qui a été détruite en raison d'une tornade. Je dirais donc peut-être depuis 40 ans, 50 ans. Mais depuis, les tornades se font de plus en plus nombreuses chez nous. Des tornades très fréquentes, mais aussi beaucoup plus violentes, beaucoup plus destructrices. La dernière tornade que nous avons vécue, c'était en 2017. Je pense que vous en avez tous entendu parler et ce fut l'île a perdu près de 230% de son GDP, de son PIB en raison des pertes, des dommages, des dégâts à l'agriculture, à l'écosystème. Beaucoup de gens ont perdu la vie. Donc, beaucoup de personnes ont perdu leur travail, leur propriété, leur maison. Les portes ont volé en éclats, les fenêtres de même. Donc, en raison de cette destruction massive, de cette destruction violente, de cette violence, je me suis posé la question, que devons-nous faire maintenant? Une île de 12 000 habitants qui a perdu un grand nombre de ses habitants qui se sont mis à émigrer à cause de ces tornades fréquentes qui représentent un grand danger.
Vous savez que dans notre région, il y a une liberté de mouvement et donc cela a facilité la migration. 20 000 personnes ont quitté. C'est beaucoup sur 72 000 personnes, sur 72 000 habitants. Où est-ce qu'ils se rendent? Bon, certains même n'ont pas quitté par leur propre volonté. Certains se sont retrouvés sans maison, déplacés internes, donc dans des situations très difficiles. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Oui. En conséquence, l'aide internationale a afflué pour reconstruire l'île. Notre Premier ministre a décidé d'adopter une politique de résilience climatique. Il a créé une agence à cet effet et le rôle de cette agence a été d'identifier les dommages structurels qui ont découlé de cette tornade. Les ports, les aéroports, l'infrastructure, les routes, les ponts, tout a été dévasté, en plus de l'agriculture. Donc, cette agence a mis au point des normes de construction qui doivent être suivies lors de la construction des nouveaux bâtiments, de sorte que ces bâtiments soient résilients aux chocs le plus possible, aux tornades, aux catastrophes naturelles. Et c'est à cause de ça que, bon, je n'y étais pas au moment de la tornade, mais je suis rentrée 1 an après. Beaucoup de travail a été fait en une période de 6 à 12 mois. Donc, quand je suis rentrée, vraiment, j'ai remarqué combien les changements climatiques avaient affecté la fréquence de ces tornades, entraînant des catastrophes naturelles. N'oublions pas aussi la hausse du niveau des mers que certaines terres sont en train d'expérimenter. Si ce n'est pas maintenant, ce sera dans d'autres années où certaines terres seront immergées par la hausse des mers. Donc, beaucoup de gens se sont trouvés obligés de quitter vers d'autres îles. Je vais donner un autre exemple. En 1995, en 1996, il y a eu une éruption volcanique dans une petite île à Montserrat. L'île a été totalement détruite par l'éruption volcanique, mais comme c'était une île qui dépendait de la Grande-Bretagne, c'est une île de 5 000 habitants. La moitié de ces habitants ont été relocalisés en Grande-Bretagne ou d'autres ont quitté vers des îles voisines. Depuis 1995 jusqu'à maintenant, 30 ans se sont écoulés et l'île n'a pas encore recouvré son patrimoine, son capital naturel, ses terres. Puis, il y a eu une autre éruption volcanique à Saint-Vincent, l'île de Saint-Vincent, qui n'a pas détruit seulement l'île, mais il y a eu des cendres qui se sont répandues dans toutes les îles voisines, détruisant les récoltes. Donc, la cendre volcanique a détruit les récoltes dans toutes les îles avoisinantes. Bon, le problème, c'est que ces catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquentes et entraînent un déplacement. Quand je dis déplacement, c'est que les gens doivent quitter leur maison et aller autre part, même dans le même pays. C'est ça que j'appelle le déplacement. Je sais que cette terminologie est une terminologie que tout le monde se discute. Certains se demandent quel est le terme exact, le sens exact de déplacement, d'autres de réfugiés ou de migrants. Et donc, de toute façon, ces populations qui se sont déplacées se trouvent dans des situations très vulnérables. Et donc, toutes ces catastrophes naturelles sont le résultat du changement climatique.
Certains habitants affectés par ce changement climatique et par ces catastrophes naturelles n'ont eu d'autre choix que de pouvoir quitter leur lieu de résidence, leur lieu d'origine. Et donc, c'est voilà pourquoi je me suis tellement intéressée au changement climatique. Je pense que le changement climatique est d'intérêt pour tout le monde parce que tout le monde est d'une part ou une autre, directement et indirectement, affecté par le changement climatique. C'est une question globale. On ne peut pas dire que dans le pays où je vis, je ne vais pas être affecté par ce changement climatique. Tous, nous allons être affectés. Ce que j'ai commencé à faire, c'est de la recherche théorique afin de comprendre qu'est-ce qui a déjà été fait pour expliquer le changement climatique et comment le changement climatique engendre la migration. Je ne dirais pas que le changement climatique est une cause de la migration, mais le changement climatique est un moteur. Il engendre la migration. Vous connaissez tous les facteurs économiques, sociaux et autres qui sont des conducteurs, si vous voulez, de croissance économique. Et voilà que le changement climatique s'y ajoute. Donc, la première chose, c'est de comprendre comment ces catastrophes naturelles, ces catastrophes climatiques soudaines affectent la mobilité. Que portent ces catastrophes naturelles? Quels sont les types de catastrophes naturelles? Et quand ces catastrophes naturelles ont lieu dans les endroits où les gens vivent, est-ce qu'ils sont le plus affectés? Est-ce qu'ils doivent rester là où ils sont? Est-ce qu'ils doivent quitter? Est-ce qu'ils doivent être relocalisés? Donc, voilà plusieurs questions que nous devons comprendre. Comment les citoyens sont affectés? Qui est affecté? C'est souvent des personnes qui sont marginalisées, des personnes qui sont pauvres, des personnes qui vivent dans les zones rurales, des personnes qui n'ont pas d'accès à beaucoup de ressources. Ce sont les personnes les plus affectées parce que c'est les personnes qui travaillent dans le domaine agricole dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, en Asie, en Amérique latine. Les gens qui sont dans les zones rurales et qui vivent de l'agriculture sont le plus impactés par les changements climatiques, ces changements qui se manifestent par des températures très élevées ou bien par de la sécheresse. Donc, les gens ne reçoivent pas ça peut être aussi des inondations. Donc, la sécheresse qui affecte les terres agricoles, les inondations qui affectent les terres agricoles, les habitants ne peuvent plus demeurer dans le lieu où ils sont et donc ils se voient obligés de quitter, d'émigrer. Ce sont en général des gens pauvres, des gens qui dépendent de la terre pour vivre. C'est eux qui vont être affectés. Et combien vont-ils se déplacer? Ça dépend des ressources dont ils disposent. Où vont-ils se déplacer? Je vais m'arrêter ici parce que je dois donner la parole à quelqu'un d'autre. Nous parlerons comment les gens se déplacent, où ils se déplacent, où ils vont, etc. Merci. Merci, un grand merci, Raj, pour votre intervention. Ismaël, je voudrais vous poser une question. Pouvez-vous nous parler un peu de vous-même? J'aime bien le contraste entre le travail que Raj fait. Elle vient du Nil. Elle nous a parlé des menaces. Les tornades, le pouvoir du vent qui souffle. Elle a même parlé des tornades, des éruptions volcaniques. Et moi, je trouve ce pays magnifique parce que vous faites partie de la plateforme semi-aridos, semi-aride. Et c'est un autre effort pour vous que de travailler ensemble afin de pouvoir faire face à tous ces défis du changement climatique, à savoir la chaleur, mais aussi l'impact sur les terres sèches, donc la sécheresse.
Donc, Ismaël, bienvenue à ce forum. Pouvez-vous nous parler un peu de vous-même, du travail que vous faites, où vous travaillez, etc. La parole est à vous, Ismaël. Merci beaucoup, Elena. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour avoir participé à cette plateforme et de me donner la parole. Donc, nous sommes en train de parler maintenant des effets du changement climatique et des catastrophes naturelles sur la migration. C'est un thème qui est extrêmement important. Je suis Ismaël Merlos, je suis d'El Salvador. Et mon travail est lié, se fait sur le terrain, il est lié particulièrement au développement des territoires, le développement multidimensionnel. Comme vous l'avez dit aussi, je fais partie de la plateforme Semi-Aridos, Semi-Aride, et c'est une plateforme que nous avons créée avec d'autres organisations de la société civile dans ma région. South American Chaco me vient à l'esprit, en Argentine, au Paraguay, en Bolivie, et aussi nous représentons donc cette plateforme s'occupe de toutes les régions sèches en Amérique du Sud. Donc, nous avons un éventail géographique sur lequel nous travaillons. C'est un éventail très large. Les questions territoriales sont pleines de difficultés à cause des questions de la pauvreté. Permettez-moi tout d'abord de commenter sur la manière dont les choses vont évoluer, sur la manière dont la migration sera affectée dans ces pays. Je me rappelle, depuis 50 ans, dans El Salvador, je ne sais pas si Guatemala et les autres, c'est la même chose, mais le Salvador était connu pour la migration. Beaucoup de gens qui travaillaient dans les terrains ont dû quitter. Et ça a commencé en 1969 quand le Honduras a chassé un grand nombre de citoyens de Honduras et ils sont revenus à El Salvador. Je me rappelle que j'ai rencontré beaucoup de gens à cette période. Un grand nombre de gens parmi ceux que j'ai rencontrés vivaient dans des conditions de pauvreté extrême. Ils n'avaient pas le temps. C'était très difficile, mais la migration n'a pas arrêté d'augmenter à cause des conflits aussi, des conflits et des guerres. Et je peux vous dire qu'en 1975, le flux des migrants a commencé et cette migration s'est accrue au fil des années. Cette migration aussi, ensuite, nous avons eu la migration forcée. À cause de la guerre, à cause de l'insécurité, en particulièrement les gangs de mafieux qui se trouvent à El Salvador. Oui, le gouvernement tente de régler cette affaire, mais tous ces gangs de mafieux sont encore là-bas et donc il est très difficile pour les gens de vivre en sécurité. Nous, maintenant, une nouvelle cause qui pousse les gens à émigrer, c'est le changement climatique. Bon, ce n'est pas encore reconnu directement, mais c'est reconnu comme un des conducteurs de la migration. C'est un facteur important qui affecte les décisions de différents migrants qui vivent dans ces territoires, en particulier dans les zones arides, où l'impact du changement climatique se fait grandement sentir. Dernièrement, au ministère de l'Environnement, j'ai trouvé des documents qui montraient que durant les 20 dernières années, les phénomènes climatiques se sont accrus de 10%. Nous sommes passés de 1% depuis 30 ans à 8%. D'un événement climatique par an
depuis 30 ans à 8-9 événements climatiques par an dernièrement. Je pensais depuis quelques années qu'au Salvador, le problème le plus important auquel nous faisions face, c'est l'insécurité. Et je pensais que les migrants migraient à cause de l'insécurité. Mais ensuite, au fil des années et lors de mes lectures et de mes recherches, j'ai réalisé que le problème le plus grand auquel nous faisons face dans ces régions, c'est le changement climatique. Le changement climatique qui est un phénomène mondial qui ne dépend pas d'un gouvernement ou d'une société, c'est quelque chose qui nous dépasse. Nous pouvons bien sûr faire beaucoup, mais cela suppose un effort global, des décisions mondiales pour pouvoir régler le problème du changement climatique. En Amérique centrale, dans tous ces territoires, beaucoup de ces territoires vont bientôt être en proie à de grands problèmes de manque d'eau, par exemple. Et s'il y a un manque d'eau, les populations ne pourront pas produire de nourriture. Les températures s'élèvent. Et puis moi, je me dis, qu'en est-il des enfants? Qu'en est-il des enfants? Où vont aller les enfants? Et ça, c'est depuis 12 ans. Où vont-ils aller? Ils n'ont nulle part pour aller. Et donc, nous devons faire beaucoup d'efforts, je dirais un effort extraordinaire afin de pouvoir atténuer les effets du changement climatique. Pourquoi je dis diminuer, mitigation en anglais, les changements climatiques? Je dis le terme atténuation et non pas adaptation. Nous devons pouvoir trouver des options de résilience pour que les populations puissent faire face au changement climatique, en particulier pour ce qui est de l'accès à l'eau, de l'accès à la nourriture. Et dans ce cadre, nous avons eu l'opportunité dans la plateforme Semidos Aridos de mettre au point un projet. L'objectif est de générer le savoir, de partager le savoir sur la technologie et sur les pratiques du climat au Brésil, en Argentine et maintenant dans les régions sèches. Nous travaillons sur cet effort. Nous avons, si vous voulez, localisé un grand nombre d'expériences de petits systèmes développés qui sont résilients, le système de résilience climatique. Vous savez que nous avons des problèmes de terrain, de viabilité des forêts, d'eau, mais grâce à ce projet que nous avons lancé, nous allons pouvoir continuer, non pas seulement continuer, mais agrandir le cadre de nos efforts parce que de plus en plus d'activités sont en train d'être faites, plus d'activités, donc plus d'efforts. Donc, nous avons besoin de beaucoup d'activités à ce changement climatique et ce n'est pas facile de mettre au point toutes ces activités parce que cela nécessite le savoir, mais non pas seulement le savoir, mais aussi les ressources financières pour que nous puissions avancer. Personnellement, je suis très inquiet parce que ces questions de migration, la migration augmente et a augmenté de manière exponentielle. J'ai été très affectée par cette aventure de la capitale du Sud jusqu'à la capitale qui a été faite par plusieurs personnes pour lever les droits de ces personnes et de leurs familles qui sont mortes dans le Chiapas en raison des incendies. Un grand nombre de personnes ont traversé le Rio Bravo, se sont rendues aux patrouilles des États-Unis, les patrouilles terrestre des États-Unis et ça montre à quel point la migration est en train d'augmenter et combien les migrants sont désespérés. Pour ce qui est des gens de El Salvador, Guatemala et Honduras, ce sont des migrants et un grand nombre de migrants, un nombre qui augmente.
Mais maintenant, ce n'est plus seulement ces pays, mais l'Amérique latine est devenue, les pays d'Amérique latine sont devenus des pays hôtes de migrants. Nous avons 40 000 personnes qui sont migrants et qui vivent en Amérique latine. Ceux-ci viennent de communautés rurales à Nicaragua, Honduras. Ils travaillent à El Salvador dans les activités agricoles. Puis, il y a l'Amérique centrale qui reçoit un grand nombre de migrants du Venezuela et d'autres pays d'Amérique du Sud. Donc, nous avons un phénomène migratoire assez fort en raison de questions politiques, en raison de l'insécurité, mais aussi, je dirais, en raison de l'impact du changement climatique qui a engendré de la sécheresse, qui a asséché les sources d'eau, qui a engendré une dégradation des sols arables, des terres arables. Et je pense que les difficultés vont augmenter, les choses vont empirer, ce qui augmentera la migration. Muchísimas gracias. Et c'était là mon intervention principale. Merci, Ismaël. Il est très intéressant et très enrichissant d'écouter l'expérience des intervenants pour voir ce qui se passe dans les différentes régions. Notre troisième intervenant pour discuter de l'impact du changement climatique est Mamadou Koïta. Il est président du réseau panafricain pour la défense des droits des migrants. Mamadou, merci de vous être rejoint à nous. La première question que j'ai posée aux panélistes, c'est ce qui les a poussés à travailler sur le changement climatique. Quelle est leur trajectoire? Et nous savons aussi qu'il faudrait relier tout cela à l'expérience et à la région d'origine de ces panélistes. Bienvenue et merci de nous parler de votre expérience. Merci, Elena. Je voudrais remercier tous les participants. Je voudrais vous remercier de cette réunion. Ce sont des réunions très importantes qui nous permettent de discuter de questions fort intéressantes. Je rencontre des problèmes techniques. En effet, je vous parle depuis le Sénégal et je voudrais m'en excuser à l'avance. Merci. Permettez-moi de vous faire part de quelques observations très rapides. L'Afrique fait partie des régions qui sont le plus affectées par le changement climatique. Et nous avons également un rapport très important entre le changement climatique et la migration. Si je regarde ce qui se passe dans mon pays, la Namibie, nous faisons partie des... L'interprète s'excuse, mais la connexion de l'intervenant est très mauvaise. Donc, nous sommes désolés, mais le son coupe. Nous n'entendons pas l'intervenant. Essayons de voir ou de regarder les premiers mouvements des personnes au niveau des régions côtières, à commencer par le Mali, en passant par la Mauritanie et le Niger. Nous voyons qu'il y a un afflux important de personnes qui se déplacent pour quitter leur région d'origine en essayant d'adopter des canaux différents. Nous avons une grande communauté de Maliens qui a quitté son pays. Et nous avons également la même chose à Burkina Faso et au Mali. Nous avons des personnes qui se sont rendues en Côte d'Ivoire. Par conséquent, au début des années 70, et en raison du changement climatique, nous voyons qu'un nouveau concept a vu le jour. Il s'agit de la variabilité climatique. Donc, nous avons le changement climatique et la variabilité climatique. Et ce sont des considérations très complexes et très compliquées qui poussent les personnes à quitter leur pays. Donc, si nous plaçons dans l'optique de ces migrants maliens, burkinabés, nigériens, nous voyons
qu'il y a des régions dans le Mali qui souffrent de sécheresse très aiguë. Il y a aussi d'autres régions du Burkina Faso, comme Bigwa, qui y enregistrent le plus fort taux de personnes qui quittent leur pays. Et cela représente le prolongement d'un phénomène qui modifie notre environnement. Et cela a été identifié au cours des années 70. That many people are Ah, aware of the consequences of climate change répercute de on différentes migration façons because many things sur happen. nous. The movement of people. Qu'en est-il à présent des conséquences du changement climatique sur la migration? Les personnes quittent les régions en raison de la sécheresse, également en raison d'un autre phénomène, à savoir la recherche d'emploi. En effet, dans le secteur agricole, le bétail a été perdu en raison du changement climatique, en raison de l'assèchement des points d'eau. Donc, il n'y a plus de bétail, les personnes quittent leur terre et nous voyons que les pays passent vers des pays de transit. Certaines personnes sont forcées d'y rester puisqu'elles trouvent de meilleures conditions de vie dans ces pays de transit. Voici la situation actuelle et donc nous ne pouvons pas séparer ce mouvement de personnes des causes essentielles du changement climatique. Quoi d'autre? Les personnes réalisent de plus en plus que ce phénomène est bien là et par conséquent, il faudrait trouver les moyens qui leur permettent de s'organiser, non seulement au niveau des pays pris à titre individuel, mais également à un niveau collectif. Et donc, il faudrait réfléchir au niveau de la région aux façons de modifier les politiques en utilisant des instruments nous permettant de reconnaître les liens entre le changement climatique et le déplacement pour établir des mesures qui nous permettraient d'aller de l'avant. Au cours de la réunion d'Abuja, nous avons reconnu l'impact du changement climatique et nous avons également reconnu l'importance des synergies à établir avec les parties concernées. Il faudrait, comme je l'ai dit, élaborer des politiques qui reconnaissent le phénomène en Afrique. Ensuite, et deuxièmement, il faudrait s'organiser et établir un système d'alerte précoce. Et cela est très important car il aidera les personnes à se déplacer de manière appropriée tout en faisant valoir leurs droits au niveau international. Ensuite, et troisièmement, il faudrait établir des partenariats avec les pays non affectés directement. Nous sommes 5 régions et l'Afrique est très affectée. Et par conséquent, comment pouvons-nous établir des liens entre ces régions en termes de politique transfrontières qui reconnaissent les causes de la migration associées au changement climatique? Il est important donc de collaborer avec les autres pays. Quatrièmement, il faudrait établir les conditions économiques qui permettront aux personnes de passer d'un niveau de stagnation de leurs revenus pour changer leur situation. Il faudrait donc adapter nos systèmes d'atténuation des conséquences du changement climatique. En outre, il est important de tenir compte de la nécessaire adaptation et de la nécessaire résilience. Et cela passe par le partage de connaissances au sujet du changement climatique et de ses conséquences sur la migration. Tout cela nous permettra également de mettre un terme à certains des obstacles que les personnes rencontrent en passant d'un pays à un autre. Il y a également la question des indemnités, les ressources qui sont perdues
Et il faudrait que cela ne se fasse pas uniquement au niveau du gouvernement ou au niveau du pays seul. Donc, il est important d'agir au niveau régional, au niveau africain, pour établir cette continuité basée sur la collaboration intra-organisationnelle. Et il est important aussi de tenir compte de la résilience des personnes et de l'adaptation nécessaire à cette nouvelle donne. Donc, nous pouvons demander aux politiques, aux pays les plus concernés de tenir compte des droits humains des migrants. Il est également important de mettre à disposition de ces migrants les ressources qui permettraient de les aider. Je peux parler à l'infini de ce sujet, mais comme nous n'avons pas suffisamment de temps, je pourrais ajouter quelques réflexions à la fin de mon intervention. Je vous remercie de votre attention. J'ai écouté les intervenants précédents et je me réjouis d'écouter le reste. Je vous remercie. L'interprète s'excuse, mais la connexion était très mauvaise avec Monsieur Mamadou. Merci, Mamadou. Dit Elena, ce premier tour d'intervention nous a permis de mieux comprendre l'expérience des différents intervenants ainsi que la manière dont le changement climatique a affecté la région. Dans la deuxième partie de ce dialogue, je vous demanderai de parler plus en profondeur de ce que vous faites de manière particulière et des solutions possibles. À votre avis, Raj, vous étiez arrêté au beau milieu de votre analyse et par conséquent, je vous demanderai de poursuivre. Si vous me le permettez, j'aimerais mentionner que la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'ai eu une conversation avec vous où on avait parlé des pertes et vous aviez demandé à tout un chacun d'être concret et spécifique dans son travail. Vous pourrez peut-être nous en dire davantage aujourd'hui. Raj, merci. Comme je l'ai dit, je suis actuellement en pleine exploration car nous ne pouvons pas dire que le changement climatique est la cause des migrations. Je suis chercheuse et je continue de prendre la mesure des causes de la migration. En effet, elles sont complexes et le changement climatique n'est pas la seule raison qui pousse les personnes à se déplacer. Nous avons toute une série de facteurs, des facteurs sociaux, environnementaux, économiques et politiques. Donc, lorsque tous ces facteurs convergent pour mettre les personnes dans des situations très vulnérables. Et si à cela, nous devons ajouter le changement climatique, et nous avons ici des personnes pauvres, des personnes qui gagnent leur vie grâce à l'agriculture de subsistance pour la plupart. Et donc, lorsque cela se fait, les personnes ont moins de capacités financières. Elles ont d'ailleurs moins de connaissances et moins de ressources que les autres. Donc, ce sont des personnes aussi qui, pour couronner le tout, vivent dans des régions qui sont affectées par le changement climatique. Par exemple, ce sont des personnes qui vivent dans des zones arides. Ismaël en a parlé. D'ailleurs, vous avez parlé une bonne partie de votre capacité et de vos ressources parce que la terre ne produit plus suffisamment de récoltes puisque vos récoltes dépendent des eaux de pluie. Et comme vous n'avez plus de précipitations en raison de la sécheresse et comme la terre se réchauffe, votre culture ou votre agriculture pluviale s'en ressent. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver aussi
un phénomène d'envoi de fonds vers les zones rurales. Quelque chose se fait. D'autres peuvent dire qu'il y a beaucoup de raisons qui les empêchent de migrer. Comme vous le savez, la migration n'est pas un phénomène rapide ou spontané. Les personnes ne migrent pas spontanément. Une personne ne se réveille pas un bon matin en se disant « je veux partir ». Les personnes décident de partir parce qu'elles en ont marre, parce qu'elles ont épluché toutes les alternatives possibles et parce que les personnes n'ont rien à perdre. Et les personnes se disent que je reste ou que je parte, j'ai beaucoup de choses à perdre. Et donc, les personnes décident de partir. C'est là un véritable phénomène de rupture. Je ne suis pas très d'accord avec le dernier intervenant, Monsieur Mamadou. Je ne dirais pas que les personnes migrent en raison de l'impact climatique, en raison du changement climatique. Si vous me permettez, je voudrais m'inscrire en faux par rapport à ce que vous avez dit. Ce sont des personnes qui rencontrent des circonstances qui les rendent de plus en plus vulnérables. Ces personnes atteignent un point de vulnérabilité qui les pousse à prendre cette décision. Et ces personnes décideront de partir vers des régions plus sûres, des régions rurales plus sûres ou des zones urbaines. Mais lorsque vous allez dans une zone urbaine et que vous avez de la famille, je donne l'exemple des Maliens en France, par exemple. Je ne pense pas qu'ils sont partis en France dans les années 70 à cause du changement climatique. Ils sont partis parce que le Mali était une colonie française et les personnes à l'époque avaient l'option de décider entre être malien ou être français, car certains pays n'acceptent pas le principe de la double nationalité. Les pays sont confrontés à cette contrainte. Il faut choisir sa nationalité. Et donc, certains se disent, je vais aller en France parce que j'ai ma chance. Et après un certain temps, je n'aurai plus la même opportunité. Et puis, donc, ces personnes se rendront chez leur ou chez les membres de la famille. Vous auriez ainsi épuisé toutes vos options et c'est ainsi que vous décidez de partir. Et nous pouvons dire ainsi que le changement climatique crée un impact réel sur la capacité des personnes à s'adapter. La migration ne représente pas un mécanisme d'adaptation. Nous avons une migration interne et puis une migration régionale. Et au bout du compte, nous voyons que les migrants se rendent dans des pays au-delà de leurs frontières, tout simplement parce qu'ils se retrouvent dans des situations de très forte vulnérabilité. Il ne faudrait par conséquent ne pas trop se précipiter et ne pas tirer des conclusions trop hâtives lorsque nous disons où nous essayons de comprendre pourquoi les personnes essayent de partir et de quitter leur pays. La situation est ce qu'elle est parce que les personnes souffrent de la sécheresse et les sécheresses affectent les moyens de subsistance des personnes et cela entraîne une insécurité physique et autres. Et en plus de cela, nous avons des problèmes de trafic. Et par conséquent, il existe une pléthore de raisons et il est important de comprendre la mesure de toutes ces raisons avant de tirer des conclusions trop hâtives, comme je l'ai dit. Il est important d'avoir des accords régionaux. Certains pays l'ont avec des organisations sous-régionales, pardon, qui y assurent la mobilité nécessaire. Et cela assure une mobilité de la main-d'œuvre où les personnes peuvent travailler sans obtenir de visa de travail. Donc, il est possible de se déplacer
lorsque vous rencontrez une situation qui vous met dans l'embarras, vous pourrez vous déplacer sans attendre votre visa de travail. Donc, il y a une mobilité entre les régions, il y a une mobilité à travers les frontières et je vous ai d'ailleurs donné un exemple dans mon intervention. Certaines personnes sont passées dans d'autres pays sans avoir besoin de visa parce que ces personnes sont dans des pays qui ont la même culture et ces personnes se déplacent parce qu'elles peuvent profiter de ces réseaux sociaux. Mais aussi, ce sont des personnes qui reviennent parfois lorsque le gouvernement apporte une aide pour reconstruire les maisons détruites. Et à l'époque, ces personnes ne pouvaient accéder à la main-d'œuvre ou au marché pour construire leur maison. Et je pense notamment à la migration des Haïtiens, les Haïtiens qui avaient quitté leur pays. Et à l'époque, Haïti était membre de la CARICOM. Et à l'époque, les Haïtiens pouvaient se déplacer. Et aujourd'hui, en raison de ce qui se passe, les Haïtiens ne sont plus membres de la CARICOM et les Haïtiens se heurtent encore au problème des visas. La coopération régionale est très importante, notamment pour ce qui est des pays d'Amérique du Sud qui assurent une mobilité aux citoyens. Je pense également à l'Argentine, où il est possible de travailler. Si vous faites partie de la région, vous pourrez par la suite obtenir une résidence permanente. Donc, il y a des choses qui se passent, mais dire que les pays se rendent dans un autre pays en dehors de sa région requiert de creuser cette question davantage. En ce qui concerne le travail que je fais, et comme je vous l'ai dit, j'essaie de comprendre à travers ma recherche comment il est possible de comprendre les circonstances que rencontrent les personnes, ainsi que leur niveau de vulnérabilité. Est-ce une vulnérabilité économique ou une vulnérabilité sociale? Il est important d'établir une cartographie et détaillée des régions. Cela est crucial. Et bien entendu, je n'établirai pas cette cartographie moi-même, mais ce que nous pouvons faire en tant que chercheurs, c'est de se rendre dans des régions où nous recensons des mouvements en dehors des zones de résidence des personnes vers d'autres régions où ces personnes peuvent obtenir un meilleur niveau de vie. Et nous pouvons mieux comprendre cette mobilité avant de tirer des conclusions qui nous permettront de dire comment le changement climatique affecte la décision de partir chez les personnes ou la décision de bouger au niveau interne, régional, voire au-delà des frontières régionales. J'en suis à ce stade de ma recherche. Et pour ce qui est des îlots et des îles en situation de vulnérabilité, il est très important de comprendre ce qui se passe. Mes recherches concernent les Maldives et également des atolls du Pacifique. Et ici, on essaie de voir comment reloger les personnes et comment les aider dans leur relocalisation, comment acquérir d'autres terres pour relocaliser toutes ces personnes. Et donc, comment gérer cette situation au mieux. En effet, le changement climatique s'inscrit dans le cadre de la mondialisation. J'ai pensé à une chose. Il y a beaucoup de travail sur la mondialisation, sur ses avantages, sur ses inconvénients, mais nous n'avons pas fait attention à la manière de gérer les questions d'ordre mondial comme le changement climatique, les pandémies ou les problèmes de santé. Ce sont là autant de questions d'ordre mondial, mais nous n'avons pas les cadres nécessaires pour les traiter. Ces cadres sont inexistants. Et par suite, il faut voir comment gérer au niveau national une pandémie comme la COVID qui était internationale. Nous allons rencontrer d'autres pandémies à l'avenir. Hier ou avant-hier,
J'ai écouté comment à Madagascar, qui est affecté par le changement climatique, nous assistons à un euh, phénomène de peste, à la résurgence de la peste. Et donc, ce sont là des fléaux et des maladies du passé. La peste. Quels sont les autres problèmes de santé que nous allons rencontrer au niveau mondial? Voici pour ce qui est de l'aspect sanitaire, l'impact sanitaire du changement climatique. Le changement climatique va engendrer plus de maladies qui sont transportées par les insectes et, comme le paludisme. Et nous avons des pays comme les pays africains, la Guyane et d'autres pays qui souffrent de ces maladies comme le paludisme et d'autres genres de maladies. Il est important de prendre au sérieux tous ces problèmes. La mobilité va se faire sentir de plus en plus, la mobilité qui fait partie intégrante du changement climatique. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont derrière ce phénomène. J'ai beaucoup apprécié les présentations d'Ismaël et de Mamadou qui se basent sur leurs expériences sur le terrain. Et il est important aussi de partager la connaissance disponible au niveau agricole. Par exemple, des pays qui n'ont pas suffisamment de pluviométrie et qui peuvent être autonomes en matière alimentaire en essayant d'utiliser, par exemple, l'irrigation, les techniques d'irrigation goutte à goutte avec l'exportation de cette technologie au Zimbabwe et à d'autres pays africains où il ne pleut pas et où les denrées où les récoltes sont issues de l'agriculture pluviale. Donc, ce sont là des questions relatives à l'atténuation et à l'adaptation. Il est tellement important d'en tenir compte. Les efforts nationaux, les cadres nationaux, la planification et les politiques sont cruciaux car nous parlons de notre peuple. Et il est important d'être sérieux et responsable lorsque nous essayons de gérer ces problèmes. Les ressources représentent une contrainte majeure. La dette aussi, c'est un autre point que je souhaitais soulever. La dette externe ou la dette publique avec laquelle la plupart des pays pauvres ou les pays à revenus modérés ou faibles se coltinent la dette également par rapport au PIB qui y atteint parfois 300% du PIB. Comment sera-t-il possible d'assurer des ressources pour les services publics tels que l'enseignement, la santé? Comment aider les personnes à passer d'une région qui n'est pas jugée sûre vers des régions beaucoup plus sûres lorsqu'il y a une pénurie de ressources? Il y a eu une réunion au mois d'avril avec le FMI et la Banque mondiale et l'une des conséquences positives de cette réunion a été représentée par les discussions, par le dialogue sous la forme de table ronde autour de la dette publique entre les créanciers et les débiteurs. Et les créanciers et les débiteurs se sont réunis pour voir comment restructurer cette dette multilatérale.
Et en conclusion, les personnes réunies autour de la table ont abouti à des résultats très prometteurs en parlant de prêts concessionnels aux pays à revenus faibles et moyens, notamment les pays vulnérables, les pays insulaires, etc. Et il a été discuté de cette restructuration de la dette jusqu'à 20 ans ou plus. Et donc, cela donne aux pays débiteurs des ressources qui leur permettront de payer leurs dettes. Certaines de ces ressources exigent également de planifier, voir également que faire avec ces ressources. Il est donc important qu'il y ait une vision claire, responsable. Il faut également qu'il y ait un engagement non seulement en développement de politique, mais également il faudrait avoir une responsabilité d'engagement au niveau local, au niveau national, au niveau des ONG et au niveau du secteur privé. Utiliser l'innovation du secteur privé, les technologies du secteur privé. Il faut que toutes les parties prenantes soient impliquées. Le secteur privé peut innover. Il faut également produire la connaissance et il faudrait investir dans cette connaissance. Nous avons aussi le secteur gouvernemental où les ressources doivent être rendues disponibles. En effet, les prêts concessionnels ne sont pas concessionnels au vrai sens du terme. Il faut également se mettre d'accord sur les conditions non concessionnelles. Les ressources doivent être rendues disponibles, mais il faut savoir comment elles seront utilisées et dans quelle quantité et quel système permettra de superviser tout cela. Si des ressources sont nécessaires pour l'infrastructure, il faudra suivre des principes bien déterminés en ayant, par exemple, un système de contrat où les contrats ne sont pas accordés aux amis. Donc, il faudrait avoir des appels d'offres, mais qui ne soient pas non plus très bureaucratiques. Donc, il ne faut pas dire que nous voulons travailler, mais nous n'avons pas de ressources. Les contraintes se trouvent au niveau des capacités et des engagements et au niveau également du fait d'avoir des politiques qui y associeront toutes les parties concernées, les personnes sur le terrain, les acteurs, les ministères, etc. Je vais me contenter de ceci et je dirais que l'atténuation est importante. L'adaptation est également importante. Les personnes doivent s'adapter aussi. Il faudrait trouver des mécanismes d'adaptation, mais la migration externe n'est pas une stratégie d'adaptation pérenne. Voilà. Et cela peut prêter à polémique et cela va prêter. Non, il faut bouger. Je voulais également mentionner une dernière chose. Je ne sais pas si Ismaël va évoquer des données. Il y a également le papier de la maison, le papier blanc sur la migration qui est intéressant. Et il faut également se rappeler la mention spéciale triangle moderne et je pense qu'il sera possible de fournir des visas spéciaux aux personnes qui se trouvent dans ce genre de situation. Donc, vous avez, en plus de tous ces problèmes, la sécheresse, le trafic, les mafieux, donc trop de facteurs en même temps qui poussent la population à fuir dans des lieux plus sûrs. Et c'est quelque chose auquel nous devons penser. Mais je pense qu'on peut
Je ne sais pas si la migration est la solution à tous ces problèmes. Je ne sais pas si c'est la bonne logique. Je vous remercie. Merci, Raj. Je voudrais demander aux participants qui voulaient poser des questions à commencer à le faire dans la case questions-réponses, de sorte que nous puissions organiser les réponses aux questions. N'oubliez pas que nous n'avons juste de 25 minutes qui nous restent, 25 minutes pour finaliser cette conversation. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont pris des notes, comme moi, sur certaines des questions qui ont été discutées aujourd'hui, qui sont très intéressantes et qui nous poussent à penser. Ismaël, je voudrais vous poser une question spécifique et vous l'avez dit dans votre intervention. Vous avez dit que vous étiez pour l'atténuation. Et dans votre intervention, vous avez mentionné deux choses, à savoir que parfois nous perdons la patience. Les gens, j'ai compris que dans votre travail, vous tentez de pousser les gens à ne pas émigrer. Et puis, je remarque, j'ai compris de vous que les migrants sont aussi impactés par le changement climatique et vous avez découvert ça. Donc, si vous pouvez nous parler un peu plus de la raison. Bon, vous avez dit, donc, premièrement, pourquoi vous voulez atténuation non pas adaptation. Et ensuite, vous faites tous les efforts pour garantir que les gens ne migrent pas. Si vous pouvez aussi nous parler de ça. Merci, Elena. Merci pour votre commentaire. Merci pour tout ce que vous avez dit. Tout d'abord, je pense que dans nos organisations et nos sociétés, où l'organisation de ces semi-arides sont arides parce que, bon, c'est des terres, ce n'est pas toutes les terres qui sont arides, mais c'est certaines terres qui sont arides. Là, nous assumons une grande responsabilité en matière de changement climatique parce que les conditions de ces territoires sont des conditions très mauvaises et elles ont de mauvaises conséquences sur la vie des citoyens dans ces communautés. Et on s'attend à ce que cela empire. Je pense que nous devons faire beaucoup d'efforts, que les organisations, que les communautés doivent faire beaucoup d'efforts, que ce soit en Argentine ou autre. Donc, pour ce qui est du changement climatique, dans ce cadre, nous avons déjà fait beaucoup d'efforts. Et on voit l'impact de ces efforts. Parmi ces efforts, nous avons la solidarité. Nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts pour collecter l'eau de pluie. Ce sont des projets qui sont qui sont réalisés dans plusieurs régions. Nous avons bâti des facilités pour pouvoir collecter l'eau de pluie. Il en est de même en Argentine. En Amérique centrale, il y a aussi beaucoup nous avons suivi l'expérience du Brésil pour collecter l'eau de pluie.
Comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de bâtir de petites structures pour collecter l'eau de pluie. Nous l'avons fait en collaboration avec certaines communautés au Salvador. C'est un besoin urgent. Nous devons vraiment faire face aux problèmes en construisant de telles structures pour que la population puisse avoir accès à l'eau. Et ce n'est pas tout. C'est une des solutions que nous sommes en train de trouver. Autre chose que nous pouvons faire à El Salvador, au Guatemala, au Brésil et dans beaucoup d'autres pays, nous avons fait beaucoup d'efforts pour développer des systèmes écologiques qui assurent une certaine sécurité alimentaire. C'est- Comme je le vois, nous tentons d'être le plus efficace possible. Je suis donc très heureux de pouvoir faire participer ou que plusieurs organisations sont en train de faire des projets pilotes, des projets en phase expérimentale. Cela fait plusieurs années. Beaucoup de personnes sont importantes d'avoir des structures comme un bassin pour récolter l'eau parce qu'ils sont heureux de recevoir toutes ces aides parce qu'ils sont incapables eux-mêmes de pouvoir créer ces structures. Et donc, en conséquent, quand ils ont un bassin d'eau, il faut pouvoir développer un genre d'agriculture qui soit adapté avec ces conditions, avec ces structures que nous sommes en train de créer. Une autre mesure à prendre, c'est de mettre un terme à la déforestation. C'est une grande lutte, cette déforestation qui ravage de grandes superficies d'Amérique latine. Il serait intéressant de replanter aussi. Le problème, c'est que les grands projets qui ont lieu sont en train d'engendrer des déplacements de populations de leur territoire. Nous avons travaillé en collaboration avec beaucoup d'organisations sur cette question de l'agriculture et comme je l'ai dit lors de ma première intervention, nous avons lancé plusieurs expériences qui sont encore en phase expérimentale. Nous avons aussi fait un programme, lancé un autre programme qui a été un défi. Nous avons mis en application ces programmes au Brésil, au Nicaragua, en Argentine. C'est des programmes d'adaptation. Pourquoi je parle d'adaptation? Parce que c'est le concept même au cœur du projet. Nous avons aussi d'autres problèmes pour ce qui est de l'accès à la technologie. Vous savez que ce sont des communautés autochtones qui ont des capacités très limitées, qui ne sont même pas capables d'avoir un téléphone portable avec un accès au Wi-Fi. Que serait-il alors de l'ordinateur ou de l'accès à la technologie? C'est très difficile pour eux. Donc, voilà.
Donc voilà, pour ces plateformes, nous avons de grands défis. Nous sommes en train de travailler avec nos collègues au Brésil dans un contexte de survie, je dirais. Et voilà, ça c'est notre plus grand défi, à savoir donc se centrer autant que peu sur la construction de toutes ces structures. J'aime beaucoup ce thème. Comment faire l'agriculture, ce thème de comment faire l'agriculture, comment adapter l'agriculture aux circonstances climatiques. Je parle de nouveau d'adaptation. Utiliser les technologies, utiliser des pesticides qui ne soient pas toxiques, éviter les pesticides qui contaminent les forêts, qui contaminent les sources d'eau, qui contaminent les forêts, qui contaminent les systèmes. Je pense que c'est quelque chose dont nous devons pouvoir parler. Car cela ne saurait être efficace que si nous travaillons à un niveau multidimensionnel. En effet, ce sont des conditions dans lesquelles les personnes ne peuvent pas vivre. Elles peuvent peut-être vivre dans ce type de conditions, mais il est important de songer à la restructuration. Nous espérons pouvoir tirer des options concrètes. Le gouvernement ne peut pas travailler à lui tout seul et il faudrait qu'il y ait des efforts conjoints. Il est important d'établir des politiques publiques qui permettent d'aider ou d'apporter une aide dans ce sens. Et il est important aussi de motiver les personnes afin qu'elles ne migrent pas. Et je pense que ce genre de plateforme permettrait de changer la façon de financer ce travail. Et à l'heure actuelle, les politiques en la matière ne sont pas efficaces, malheureusement. Pourquoi ne pas faire de l'adaptation? Il est important de savoir que tout cela n'est pas suffisant. Atténuation. La résilience est aussi difficile. Et cela peut paraître ambition de notre part, mais je pense que nous pouvons le faire. En effet, nous avons eu des exemples de personnes qui ont fait de très bons efforts à ce sujet. Donc, même si nous avons un tout petit pays, nous pouvons être autonomes
Mais il est important de faire les efforts nécessaires pour répondre à ces défis. Porque está clarísimo también que si nosotros hacemos un esfuerzo de restauración de los ecosistemas, Si nous recuperación fournissons cet effort de restauration, de las condiciones semiáridas, a que tengan materia orgánica, si nous sauvons la terre, les ressources, nous pourrons contribuer llevar el carbono al suelo, ¿no? Obviamente son palabras mayores, pero yo creo à cela. que se puede, ¿no? Está Également, todos esos esfuerzos que le carbone dans l'atmosphère. Nous parlons de la réduction des émissions. no solo vean el problema migratorio y se quede ahí, ¿verdad? Sino más bien intentemos crear esas condiciones que motiven el que la gente se quede ahí, ¿no? Ahí tenemos un gran desafío con los jóvenes, porque como Il todos est sabemos, important de changer cette situation pour motiver les personnes. pero la juventud no quiere agricultura porque es agricultura. La juventud no quiere agricultura porque, digamos, no Et quiere aussi, il est hacer el tipo important de agricultura que travailler los adultos hemos hecho. en matière d'agriculture. Nous avons des jeunes qui ne veulent pas travailler dans l'agriculture traditionnelle comme leurs parents. L'interprète du français s'excuse, mais nous nous basons sur le relais à partir de l'anglais qui est assez mauvais. Les jeunes travaillent aussi et ces jeunes peuvent gagner leur argent, mais ces jeunes ont besoin d'expérience pour s'adonner à ce genre d'agriculture. Et lorsqu'on parle du triangle du Nord, lorsque ces personnes se rendent dans un territoire donné, ces personnes vont dans un pays. Et tout cela peut faire partie de notre réponse. Elena, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci Ismaël, vous avez répondu de manière exacte à mes questions. Les dernières minutes sont consacrées à Mamadou. Mamadou, pourriez-vous, dans cette intervention finale, de répondre aux questions que nous voyons dans la boîte de chat? Nous avons une question sur la migration des Maliens. C'est une question à laquelle vous aimeriez répondre. Et à la lumière de toutes ces interventions, je me demande s'il serait possible de répliquer les expériences que nous avons écoutées. Un dernier point. Pourriez-vous expliquer de manière très vite la déclaration d'Abuja? Je pense que nombre de participants ne sont pas familiers avec cette déclaration. La parole est à vous. Je crois que nous avons perdu Mamadou, dit Elena. Je vais lui accorder 2 minutes dans l'espoir qu'il revienne. Et s'il revient, Mamadou, n'hésitez pas à m'interrompre. Je voudrais vous dire très brièvement que nous sommes dans un moment un stade très intéressant. Mamadou, vous êtes de retour. Je vous demandais si vous pouviez répondre aux questions dans le chat et si vous pouviez également nous parler de la réunion d'Abuja et de la déclaration d'Abuja. Merci. Je regrette, dit Mamadou. Ma connexion est très mauvaise. Pouvez-vous m'entendre? Oui, nous vous entendons, Mamadou. Si vous préférez éteindre votre caméra, n'hésitez pas à le faire. Tout à fait, dit Mamadou. Je vais éteindre ma caméra.
Très rapidement, j'aimerais revenir sur quelques points pour clarifier des questions relatives au Mali. Comme l'a dit Raj, au cours des années 70, le Mali n'avait pas de rapport avec la France. Le Mali, en 1960, a opté pour un régime socialiste proche de l'Union soviétique. Il n'y avait pas d'option pour les Maliens comme pour les Sénégalais de choisir entre la nationalité malienne ou sénégalaise. Nous n'avions pas du tout cette possibilité. Nous étions euh, complètement déconnectés de la France. Et d'ailleurs, même notre devise a été changée. Donc, nous utilisons les francs maliens. Voici pour mon premier point. Deuxièmement, je suis activiste, je suis chercheur. Les personnes de la première génération qui se sont rendues en France dans les années 70 font l'objet d'informations erronées. 78% des personnes qui font partie de l'échantillon d'études sont partis en raison de la variabilité climatique. Donc, la variabilité climatique à l'époque a été la raison derrière ces mouvements à partir des villages vers des villes ou vers des grandes villes, puis vers la France, parce que les opportunités étaient là en raison de la langue et parce que les Maliens parlaient français. J'ai moi-même vécu pendant cette période. Je me trouvais à Bamako, à 10 minutes de l'aéroport, lorsque la sécheresse s'est produite. Et je me souviens du nombre de familles qui avaient quitté leur foyer, qui avaient quitté leur village et qui sont venus chez nous à Bamako avant de passer en Côte d'Ivoire en raison de ce qui se passait. Et nos familles, d'ailleurs, ont accueilli plusieurs de ces personnes déplacées. Je vous demande de ne pas faire l'amalgame entre les causes et les conséquences. Nous avons perdu un facteur de production en raison d'une chose qui s'est produite dans le passé, en raison de la sécheresse, en raison de phénomènes différents, et parce que nous avons perdu les outils de production, comme la pluie, par exemple. Et ça, pourquoi? Les conséquences de ce qui s'est produit ont fait que les personnes ont perdu leurs outils de production. Et pour ce qui est des politiques liées à la mondialisation et concernant l'absence de résilience, les personnes ont dû se déplacer. Donc, je pense qu'il y a une grande cause, il y a des conséquences qui découlent de cette grande cause. Et cela a été à l'origine de l'accélération des mouvements de personnes. Regardez les personnes qui se sont déplacées. J'ai de la famille en Côte d'Ivoire et je sais pourquoi ces personnes sont parties. Comme je l'ai dit, au cours des années 70 et 80, notamment en 83, il y a eu une grande sécheresse. Il y a eu un deuxième mouvement. Regardez les trajectoires des personnes qui se sont rendues au Cameroun. Nous avons des Maliens, des Sénégalais, des personnes du Burkina Faso. Donc, le deuxième grand mouvement s'est produit au cours des années 80. Pourquoi? Parce qu'après la sécheresse de 1983, nombre de personnes se sont déplacées et se sont rendus au Congo, Brazzaville. Et je les rencontre souvent au Cameroun. Je rencontre des Maliens et ces Maliens sont partis au Cameroun en raison des rapports entre le Cameroun et le Malien où il n'y avait pas d'obligation de se procurer de visa. Donc, les personnes se sont déplacées parce que ces personnes voulaient échapper à la sécheresse. Pareil au Tchad,
pas de nécessité d'obtention de visa, mais les personnes n'ont pas voulu se rendre au Tchad car le Tchad souffrait de la même sécheresse. Je réitère ce que j'ai dit, ne mélangez pas la cause et les conséquences du changement climatique. Nous avons une interconnexion claire entre ces différents points. Certaines personnes se déplacent non seulement en raison de la guerre, mais également en raison du changement climatique, et également en raison du fait que les ressources naturelles ont créé une situation de compétition entre les personnes, et ce sont ces conséquences qui ont poussé les personnes au départ pour chercher de meilleures conditions de vie. Au cours des années 90, en 93 et en 94, le gouvernement malien a déplacé les personnes de l'est du Mali, de Kidal, vers d'autres régions du Mali. Et ce sont là des communautés arabes et Sora, et elles ont été déplacées au Ghana. Nous avons une grande communauté de Maliens au Ghana. Donc, une grande communauté de Maliens Soraï. Ces personnes qui sont partis en raison de la cause et non pas en raison des conséquences. Cela est utile. C'est pourquoi j'ai dit qu'il était important de se pencher sur les vulnérabilités. Nous connaissons tous les questions politiques et comme je l'ai dit, c'est là l'une des causes de la migration, et la vulnérabilité n'est pas liée qu'aux conditions socio-économiques qui accompagnent ces changements en termes de variabilité climatique, mais on ne peut pas se limiter à cette seule conséquence. Regardez les recherches, c'est ce qui a été fait. Des personnes ont été transportées manu militari vers d'autres régions, loin de leur terre d'attache. Elles ont été déplacées dans le sud. Il y a eu des abus des droits de l'homme aussi. Et les personnes du sud ont été poussées amenées, pardon, à épouser des femmes qui ont été déportées. Il est donc important de clarifier tout cela. Donc, dans le cas du Mali, ce n'était pas une opportunité. Il ne s'agissait pas de partir par choix en se disant je suis français ou malien, car depuis la fin de l'indépendance, les Maliens ont acquis leur indépendance et les Maliens étaient complètement déconnectés de leurs colonisateurs. Puis en 1994, nous avons eu notre monnaie, notre nouvelle monnaie. J'ai voulu dire cela pour que l'on comprenne mieux ce qui se passe au niveau de la migration, et le changement des personnes est dû au changement climatique, et la variabilité climatique et les conséquences sont plus susceptibles de pousser les personnes au départ, et donc les personnes décident de se déplacer, de partir. Par exemple, le père de ma mère a quitté son village, il est revenu dans le sud et il est reparti lorsque les conditions se sont améliorées. Mais d'autres ont décidé de partir en France en raison de la variabilité climatique et de l'impact de cela sur les récoltes et sur les conditions de vie des personnes. Beaucoup de jeunes aussi sont partis au cours de cette époque vers des pays qui leur assurent de meilleures conditions climatiques. Et d'ailleurs, d'autres pays ont rencontré le même problème. C'est ce que je voulais clarifier. Les politiques doivent s'intégrer ou s'aligner sur cela lorsque nous examinons la question de la résilience, comment permettre aux personnes d'être plus résilientes avec moins de mobilité ou en cas d'adaptation. Lorsque les personnes se déplacent, il faut aussi respecter leurs droits dans les pays de départ. Aussi, Niger, Tchad, nous avons les pays de transit. Et il y a aussi des départs vers des pays européens et d'autres pays qui peuvent les accueillir. Donc, très important de noter cela. Les Maliens sont partis en raison de cela. Nous avons beaucoup de données, nous avons des perceptions différentes, des données différentes concernant ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous avons beaucoup de documentaires et beaucoup de documents d'ailleurs qui ont été rédigés au sujet des années 70. D'ailleurs, c'était une période très
critique. Et c'était là une cause de la mobilité interne des personnes, mais également mobilité externe. Je m'arrêterai là. C'était un débat très intéressant et j'espère que cela nous aidera à ouvrir plus la voie au débat. Elena, pour ce qui est de la réunion d'Abuja, c'était une réunion entre la diaspora africaine et les organisations de la société civile africaine. Nous les avons invités pour tenir une réunion de renforcement des capacités, mais également pour lancer un plan d'action en 93 afin que l'on puisse s'attaquer aux questions thématiques as African essentielles afin de faire converger aussi les diaspora to move forward with as a process to GFMD. So we gather there just to Donc, discuss. nous nous sommes réunis pour discuter ces questions et pour explorer la déclaration qui a été présentée ici. Nous parlons de diaspora, nous parlons de toutes ces questions importantes pour nous discuter. Donc, voilà ce que je peux dire. Je vous remercie pour m'avoir invité à ce webinaire très important. Et notre souvenir est toujours pour John, notre ami, notre frère, puisse-t-il reposer en paix. Merci, Mamadou. Je me demande si Ismaël ou Raj aimeraient faire un commentaire final. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé de prendre la parole, mais je ne sais plus s'il est possible parce que nous sommes déjà en retard, nous avons dépassé le temps imparti de 6 minutes et je sais que vous avez d'autres engagements. Donc, Ismaël, Mamadou et Raj, je ne veux pas abuser de votre temps. Ça a été une conversation très importante qui nous a poussé à beaucoup d'échanges. Et ce qui est bien, c'est que nous sommes en train d'écouter toutes ces perspectives différentes alors que nous nous acheminons sur le chemin. Il est très important de vous dire que le processus d'Abuja est le début des consultations africaines sur la migration et le développement. Et tout cela va avoir lieu au début de l'année prochaine. Et nous aurons sûrement des discussions. Et sur ces thèmes, nous allons tenter de déterminer nos espoirs et nos attentes par rapport à ce qui a été discuté. Raj, aimeriez-vous faire un petit commentaire de 2-3 minutes? Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de remercier les intervenants, de vous remercier à vous-même, Elena, pour avoir modéré cette réunion. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Helena, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Donc, ce que j'ai voulu dire durant ces dernières quelques minutes, c'est qu'il y a un besoin de recherche, un besoin clair de recherche et d'écoute pour pouvoir établir le lien entre le changement climatique et la migration. Ce n'est pas une cause, bien sûr, mais c'est le résultat d'un ensemble de facteurs qui poussent les gens à émigrer. C'est un mix de facteurs. De toute façon, je remercie Mamadou pour avoir clarifié tout cela. Bien sûr, je ne suis pas en train d'argumenter, je n'ai pas fait de recherche sur le Mali et je vous remercie pour les informations que vous nous avez présentées. De toute façon, nous devons faire beaucoup de recherches pour comprendre ce lien entre le changement climatique et la migration et comment faire refléter ce lien dans les négociations et les documents internationaux. Il est important de pouvoir introduire tout cela dans les plans de développement nationaux et d'introduire ce lien et d'établir aussi cette cartographie, si vous voulez, afin de savoir où sont les personnes, s'ils continuent après la migration ou si, par exemple, ils continuent à vouloir
habiter dans leurs régions qui sont en proie à la sécheresse, par exemple, il faut trouver des moyens d'adaptation. Il faut utiliser la technologie pour leur permettre de s'adapter. Et pourquoi est-ce que les gens vont se déplacer et se relocaliser? On peut utiliser des moyens, on peut créer des structures pour s'assurer que ceux-ci pourront s'adapter. On peut leur offrir d'autres opportunités afin qu'ils puissent améliorer leur mode de vie et qu'ils puissent vivre là où ils sont en toute dignité, malgré toutes les difficultés qui se posent à eux. Il est aussi important pour les pays qui n'ont aucun de contexte régional ou de contexte de mobilité. Comme je vous l'ai dit, certains ont ce contexte. Je vous ai parlé des Caraïbes, de certains pays d'Afrique, de certains pays d'Asie. Ou plutôt, je ne sais pas s'il y en a en Asie. Donc, il est important d'avoir qu'il y ait un accord bilatéral, un accord régional, non pas seulement parce que vous voulez que vos populations se déplacent, mais si la situation empire et atteint un niveau vraiment très mauvais, il faut que déjà cette alternative soit présente. Donc, avoir ces accords avec les pays avoisinants juste au cas où. Donc, une alternative, ça ne veut pas dire que systématiquement, on va pousser les gens à se déplacer, non, mais une option B, une alternative, parce que vous savez que nous vivons dans dans de grandes incertitudes, que ce soit climatique, sanitaire, vraiment, beaucoup ce sont des temps qui se caractérisent par beaucoup de changements, d'où l'importance d'avoir ces accords entre pays pour avoir cette alternative, cette option B qui est toujours disponible. Merci Elena pour votre travail merveilleux. Je vous remercie. Merci Raj. Bon, Ismaël, je vous donne la parole. Ce que j'ai, la leçon à tirer de ce que vous avez dit, c'est la résilience. Bon, la parole est à vous. Gracias nuevamente, Elena. Mira, yo finalmente solo quisiera referirme Merci beaucoup, Elena. uno es que, como hemos dicho en la Je voudrais dire deux choses. Un, en general, no hay un reconocimiento aún en distintos niveles de durant, la migración como bon, resultado del nous avons vu donc tout ce qui a été proposé, discuté dans les réunions. On dit que la migration est, entre autres, le résultat du changement climatique et c'est un thème sur lequel nous devons travailler. Comme nous voyons au Salvador, le changement climatique n'est pas inclus dans l'agenda public. Et si ce n'est pas inclus dans l'agenda public, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de ressources. C'est vrai, nous avons quelques idées sur ce que nous pouvons faire. en el marco de las conferencias de las Naciones Unidas, ¿no? Como las conocemos, las COP. Et même dans le cadre de la conférence des Nations Unies, nous avons des références auxquelles que nous pouvons utiliser. Envoyer, recevoir des informations. Et moi, je pense que les organisations internationales peuvent faire un effort pour pouvoir, c'est-à-dire éveiller les gens, sensibiliser la population quant à ces problèmes, pour que les gens puissent assimiler ce qui se passe, pour que nous puissions nous préparer à ce qui va se passer à l'avenir. Donc, voilà ce dont j'ai voulu parler.
J'ai par exemple le cas d'une personne qui a migré d'une province, d'une ville, qui a quitté sa ville à cause de la diminution des ressources hydrauliques. Et on peut se trouver dans bon nombre de situations pareilles. Dans ce cas, il y a aussi beaucoup de gens qui émigrent aux États-Unis pour fuir toutes ces questions. Beaucoup de personnes aussi ont dû vendre leurs terres avant d'émigrer et quand elles sont voulues rentrer, elles ne se retrouvent sans maison et se retrouvent avec des revenus beaucoup plus bas que quand ils ont quitté. Donc, je vois tout cela dans El Salvador, dans plusieurs pays d'Amérique latine. Il est important de pouvoir aussi aider les gens à reconstruire. Bon, je n'ai pas les données sur le nombre de personnes qui ont quitté, mais il y en a beaucoup. Voilà donc, Elena, ce que j'ai voulu vous dire. Merci. Ismael, muchas gracias. Merci Now, beaucoup, thank you Ismaël. for the floor. We are 60 minutes past the time, so I would like to Vous avez demandé la parole. C'est pour cela que je vous demande d'être très bref. Merci. Excellent discussion, good contested ideas. Donc, je vous remercie pour cette discussion excellente, pour toutes ces idées qui ont été présentées. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord donc sur tout ce qui a été dit. Nous sommes en Afrique en train de faire beaucoup de recherches sur le changement climatique et sur les impacts de changement climatique. Et c'est pour cela qu'il est important de pouvoir partager les informations entre les différents groupes. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui font des recherches, donc il y a des dynamiques différentes. Et moi, je pense qu'il faut réunir et collecter toutes ces différentes dynamiques dans un seul paquet, si vous voulez, que nous utiliserons pour avancer. It's also said that the effect of climate change, yes, Raja, I agree with you. It's not so much that it's an option, people have to move. For us on the continent, the Je suis d'accord structural avec vous, Raj, concernant les déplacements au sein du continent. Nous avons des questions d'ordre structurel, notamment lorsque nous avons des environnements qui encouragent la rentabilité. Il est donc important de revisiter tout cela. Lorsque nous rencontrons ce cas de figure, notamment dans la région du Sahel, nous constatons que cela entraîne des conflits. En effet, en raison de l'impact du changement climatique, les communautés locales commencent à se battre entre elles. Et lorsque vous avez ce genre de conflit, vous vous posez la question de savoir où vous devez vous cacher. Et donc, les personnes décident de bouger. Elles se déplacent, elles laissent derrière elles leurs moyens de subsistance. Ce sont des réalités qui existent. Et il faudrait donc utiliser tout cela afin que l'on change cette façon de faire les choses. Et il est important aussi de se concentrer sur cela. Encore une fois, j'aimerais vous remercier. J'ai pris un grand plaisir à vous écouter tous. Merci. Thank you very much. Mamadou, you will Elena, be the last merci 5 minutes at the beaucoup. time.
Mamadou, vous avez le dernier mot. Vous n'avez que 2 minutes. Nous n'entendons pas Mamadou. Mamadou doit activer son microphone. Sorry, I lost 1 minute for that. Moi, je regrette, dit Mamadou. J'ai déjà perdu 1 minute. Je pense que tout a été dit. Je voudrais remercier Raj et Ismaël pour leur contribution de haut niveau à ce débat. Je voudrais remercier également Elena pour avoir modéré cette séance. Il est important d'établir des plans nationaux et de voir comment nous pouvons relier le travail sur les migrations à la question de la justice climatique, à la question de la croissance, comment faire en sorte d'établir des liens entre toutes ces questions et comment également établir les éléments nécessaires afin d'alimenter les politiques. Plusieurs pays sont en train de retarder leur examen de la question et je pense que ce genre de débat contribuera à la prise de décision. Nous pourrons probablement encourager nos décideurs à travailler sur ces questions. Merci Raj, merci Ismaël pour ces contributions. Et le débat va continuer avec cette série de commémorations à la mémoire de John. Nous avons tous été très tristes de son départ. Elena, merci beaucoup. Je vous remercie à tous de nous avoir accordé des minutes supplémentaires. Nous savons que votre temps est très précieux et je voudrais remercier aussi les participants qui sont restés avec nous au-delà des 90 minutes prévues initialement. Je pense que ce sont là autant d'idées qui nous pousseront à la réflexion. Nous allons poursuivre notre apprentissage, comme l'a dit Raj. Nous allons apprendre ce qui se passe dans nos pays. J'ai également aimé l'expression « changer la culture » autour de l'agriculture qui a été mentionnée par Ismaël. Il ne faut pas oublier ce qui nous réunit. Il faut comprendre que l'immigration est une option. Il ne s'agit pas de la seule façon de survivre. Et c'est la chose dont nous devons prendre conscience. Merci à tous. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Une annonce, alors que nos discussions avancent sur l'immigration, nous pouvons avoir une séance supplémentaire au cours du mois de mai afin de couvrir certains des sujets qui ont été discutés pour partager le travail fait par des organisations dans le monde autour de la question. Donc, je vous demanderai de garder cela à l'esprit et nous aurons une séance ou quelques séances le mois prochain. Nous serons très occupés, mais ce seront aussi des séances qui nous pousseront à la réflexion. Merci encore une fois et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci, au revoir. Bye bye. Bye. Thanks, Mamadou. Thanks, Raj. Keep in touch. Bye.